Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La rentrée scolaire est déjà loin, elle paraît déjà loin en tout cas puisque les élèves sont rentrés fin août déjà en fédération Wallonie-Bruxelles. Mais l'avenir de l'enseignement, lui, fait toujours l'actualité avec un sujet qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, le tronc commun. C'était une des grandes révolutions nées du pacte pour un enseignement d'excellence, le tronc commun jusqu'en 3e secondaire. Un tronc commun qui avait notamment pour objectif de réduire les inégalités scolaires. Sauf qu'aujourd'hui, il est remis en question par le gouvernement en place. On va revenir dans notre émission sur le sens de ce tronc commun, sur son intérêt, sur la manière dont il est déjà mis en place dans le fondamental et sur le flou qui persiste aujourd'hui. Et on va en discuter avec nos trois invités. Alors déjà, bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Dominique Luperto, vous êtes secrétaire général adjoint du CECP, le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces. C'est donc un pouvoir organisateur qui est principalement actif dans le fondamental. Et le tronc commun, vous êtes en plein dedans puisque cette année, il a été implémenté en 6e primaire. Vous allez nous en parler. Roland Lahaye, vous êtes secrétaire général de la CSC Enseignement. Et enfin, Moritz Lennertz, vous êtes secrétaire général du CG, le Changement pour l'égalité. Alors, pour faire court, votre mouvement lutte pour une réduction des inégalités et des pratiques éducatives plus émancipatrices. Et c'est l'occasion aussi de parler de votre livre, Disputes d'école, donc, qui est publié par le CG, dans lequel vous écrivez avec une série d'autres experts. Alors, on va commencer avec vous, Moritz Lennertz, parce que j'ai l'impression qu'avant de parler du tronc commun, c'est important de peut-être faire un diagnostic des inégalités scolaires aujourd'hui. On dit que la Belgique, elle est championne en matière d'inégalité scolaire. On parle d'élèves les plus favorisés qui ont jusqu'à 3 années d'avance sur les plus pauvres. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est une mesure à 15 ans. Donc ça veut dire que déjà en fin de primaire, il y a un sacré retard des uns sur les autres. Il n'y a pas eu de changement radical dans les dernières études. Maintenant, il faut voir que ces études qui couvrent les jeunes de 15 ans ne touchent pas encore des jeunes qui sont passés par le tronc commun. Donc oui, ça, c'est important. Parce qu'effectivement, il est seulement en train d'être implémenté en fin de primaire. Et donc, effectivement, ces inégalités, c'est ce qui nous paraît complètement inacceptable. Moralement, pour une société, d'accepter qu'il y a une partie importante des jeunes qui sont laissés sur le carreau parce qu'on leur apprend moins qu'aux autres. Et donc, ce qui est encore plus moralement questionnable, c'est le fait que ceux qui sont en retard sont en général des enfants qui viennent de milieux populaires. Et donc, on a un déterminisme social très, très marqué dans notre système d'enseignement. Qui fait que, en fait, l'école, au lieu de réduire les inégalités sociales, va les reproduire, voire même les renforcer. Oui, alors je vous propose qu'on voit un graphique. C'est un graphique que vous appelez, vous, l'escalier de la honte. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? On va le voir à l'écran pendant que vous nous l'expliquez. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est en fait les différents niveaux d'école, différents types d'écoles, différents niveaux d'école, et la moyenne, je dirais, d'un indice socio-économique des élèves qui se trouvent dans ces différentes filières, dans ces différentes années, différents types d'écoles. Et donc, au plus qu'on est à droite, ce sont alors des milieux favorisés. Au plus qu'on est à gauche, ce sont des milieux défavorisés. Et ce qu'on voit clairement ici, c'est que l'ensemble de l'enseignement général, 2e degré, ou alors 3e degré du général, ou alors de transition, ce sont les milieux plus favorisés. Tandis que quand on regarde dans tout ce qui est l'enseignement plus qualifiant, on est dans les milieux défavorisés. Donc on voit clairement cette ségrégation sociale qui est le résultat de cette filiarisation, le fait qu'on divise très tôt les enfants dans différentes filières. On les relègue très tôt s'il y a des difficultés. Tout à fait. Et alors ce qu'on voit encore plus marquant à la limite, c'est la barre jaune ou la barre rose, ou tout en haut, la 2e barre d'en haut, qui sont l'enseignement spécialisé. Et on se rend compte qu'un système d'enseignement qui est censé en fait être là pour des enfants porteurs d'un handicap devient en fait un lieu de relégation sociale parce que ce sont ces écoles-là où l'indice socio-économique est le plus bas.
il n'y a aucune raison scientifique de penser que ces situations de handicap sont tellement plus fréquentes dans les milieux populaires que dans les milieux plus favorisés. Roland Lahaye, vous avez participé aux discussions du pacte pour un enseignement d'excellence depuis le départ, je pense. Est-ce que c'est avec ces inégalités en tête que vous avez travaillé, avec l'espoir de les réduire, que vous avez notamment lancé ce tronc commun jusqu'à 15 ans? C'était l'idée du pacte au départ. D'abord, je n'ai pas lancé la réforme. La réforme, c'est au départ un point de vue politique. Oui, mais je veux dire, vous avez participé aux discussions. Oui, tout à fait. Donc, mais il faut replacer. Donc, c'est bien une volonté politique à l'époque de la ministre Joëlle Milquet de lancer une réforme qui serait systémique, c'est-à-dire qui concernerait tout le système scolaire et qui serait très longue, c'est-à-dire qu'elle traverserait les différentes législatures avec une volonté de ne pas modifier à chaque changement de ministre. Et donc, si cette réforme a vu le jour, ce fut compliqué, mais c'est parce qu'au départ, il y a eu ce constat que le niveau de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas mauvais, mais que par contre, tous les élèves ne sont pas égaux devant la réussite. Et qu'il y en a, quand ils réussissent très bien, certains sont en train de rater, de prendre des échecs, du redoublement, parce qu'ils se trouvent, comme on vient de le dire, au mauvais endroit ou qu'ils ne sont pas dans les conditions favorables que pour apprendre correctement. C'est pour cela que l'épine dorsale de la réforme de ce pacte pour un enseignement d'excellence, c'est ce tronc commun, parce qu'on le sait bien, et que toutes les enquêtes universitaires qui ont été diligentées sur le sujet montrent que les pays qui ont adopté un tronc commun ont réduit les écarts entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et donc, quand on regarde le résultat des enquêtes PISA, en Belgique francophone, ils sont particulièrement catastrophiques parce que les écarts sont abyssaux. Et donc, aujourd'hui, il faut rassurer les enseignants, parce qu'il y a encore des enseignants qui sont anti-tronc commun parce qu'ils ont peur du tronc commun, parce qu'ils sont dans le néant, devant un vide. Donc aujourd'hui, notre job, c'est de rassurer et de partir d'expériences déjà vécues au niveau fondamental. Et je pense qu'on va peut-être aborder ce qui se passe depuis plusieurs années au niveau fondamental pour rassurer les élèves les enseignants du secondaire qui ont encore des doutes, pour lever ces doutes et pour leur dire, à un moment donné, on s'inscrit dans le bon. Et si on veut réduire ces écarts, d'abord en prendre conscience, parce que toutes les écoles ne sont pas égales non plus. J'espère qu'on aura l'occasion de le dire, et si on n'a pas l'occasion de le dire, je veux quand même le placer pour l'instant dans le débat. Ce qui pose aussi problème, c'est un manque de mixité dans les écoles. Oui. On a encore aujourd'hui des écoles qui sont soit des écoles qui accueillent un public extrêmement favorisé, et là, à la limite, tout se passe bien, mais on a des écoles qui ont un public où se concentrent les milieux défavorisés, et il faudrait, et c'est inscrit d'ailleurs dans le pacte pour un enseignement d'excellence, il faudrait viser pour faire plus de mixité au niveau de l'école pour justement différencier les publics et pour rendre possible cette diminution des écarts entre élèves. Alors, juste pour que ce soit clair et pour les personnes qui ne sont pas enseignantes ou qui ont peut-être des enfants mais où tout n'est pas toujours clair, quand on parle de tronc commun, de quoi on parle exactement? Ça veut dire qu'effectivement, tous les cours sont identiques pour tous les enfants de toutes les écoles de 3e maternelle à 15 ans dans ce qui était prévu dans le pacte. On parle d'un cursus commun qui débute en maternelle et qui va jusqu'à la fin de la 3e secondaire. Alors, il y a eu beaucoup de débats à l'époque. Certains voulaient que le tronc commun s'arrête à 14 ans, d'autres souhaitaient qu'il se poursuive jusqu'à 16. Le compromis a fait qu'aujourd'hui, on est dans un tronc commun qui va jusqu'à la fin de la 3e secondaire. C'est ce que la ministre Glatigny et le gouvernement actuel veulent remettre en cause. C'est la raison pour laquelle on se bat un peu, parce que, comme je viens de le dire, si on veut que le tronc commun soit porteur, il faut qu'il soit long, et donc 15 ans, c'est une bonne étape, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un après-tronc commun. Et donc il faut aussi préparer l'après-tronc commun. Aujourd'hui, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on prenne les décisions à la place de l'élève et qu'on dise très tôt dans sa scolarité, vu tes résultats, toi, tu es fait pour cette filière-là. Aujourd'hui, on sait que les élèves, tous les pédagogues le disent, tous les élèves ont un rythme et que certains apprennent plus vite que d'autres. La longueur du tronc commun permet de diminuer cette différence entre la vitesse à laquelle un enfant apprend ou intègre des connaissances. Et donc, le tronc commun, il est identique pour tous, avec des activités qui sont non seulement des activités
comme on se plaît à les dire, à les qualifier, qui sont à la limite extrêmement importantes, je pense aux Français, aux maths, mais ce tronc commun, il est aussi pluridisciplinaire et polytechnique. Et ça, il ne faut pas oublier de le dire, parce que les élèves ont parfois besoin de montrer qu'ils brillent dans autre chose que des maths ou du français. Il y a des élèves qui sont très doués dans ce qui est du numérique ou dans ce qui est des activités techniques. Ils n'ont jamais l'occasion de le montrer à leurs condisciples et ils font, évidemment, ils sont différenciés. Et donc voilà 2 raisons, parmi d'autres, pour lesquelles le tronc commun a été implémenté. Alors, Dominique Luporto, peut-être, et je vous donnerai la parole après, Monsieur Lennert, mais Dominique Luporto, donc, effectivement, vous avez implémenté ce tronc commun dans le primaire. Alors déjà, comment ça s'est passé, justement, comment ça se passe aujourd'hui, ce tronc commun, de façon très concrète? Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est évidemment la sensibilisation au pourquoi. Et la première des choses, ça a été d'expliquer le pourquoi des choses aux écoles. Ce n'est pas simple. On a souvent demandé, d'ailleurs dans le passé, que cette information soit plus importante, ce qui n'a pas toujours été suffisant selon nous, pour les membres du comité de concertation du pacte. Mais néanmoins, nous avons fait, avec les moyens qui sont les nôtres en tant que fédération de pouvoir organisateur, pour faire des activités de sensibilisation, d'information et puis de formation des publics enseignants et des membres du personnel des écoles. Alors, dans les écoles, comment ça s'est passé? La première des choses, la première des réformes du tronc commun, c'est probablement la réforme des référentiels, ce qu'on appelle parfois les curricula, c'est-à-dire ce que les enfants sont amenés à étudier, à apprendre dans les écoles. Il faut quand même rappeler que les derniers référentiels qu'on appelait les socles de compétences sont apparus dans les années 90 et que la société a bien évolué depuis. Et donc, dans ce cadre-là, on a identifié ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, ou en tout cas ce qui est nécessaire pour qu'un élève puisse s'intégrer dans la société, y jouer son rôle de citoyen et avoir toutes les chances d'insertion socio-professionnelle. Et c'est comme ça qu'on a introduit de nouveaux domaines d'excellence, je dirais, comme le parcours d'éducation culturelle et artistique, donc l'éducation culturelle et artistique, comme le numérique, comme la technologie ou la technique. Évidemment, on n'aborde pas ça en primaire comme on l'aborde dans le secondaire, on n'est pas dans des ateliers, etc. Mais on peut l'aborder sous différentes formes. Il y a aussi d'autres nouvelles disciplines comme la formation humaine, économique et sociale. Est-ce que ça veut dire que, quel que soit finalement le parcours qui sera choisi ensuite ou le métier qui sera choisi par l'élève, l'idée c'est d'avoir une espèce de socle d'informations essentielles pour en faire un citoyen éclairé pour faire... Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on a même poussé le bouchon plus loin, c'est-à-dire qu'on a annualisé les attentes, on a éclairci aussi les attentes en termes de savoir et de compétences à développer. Et donc maintenant, à chaque année d'études, on a vraiment une liste très claire de ce qui doit être abordé, enseigné et maîtrisé par les élèves, et même le niveau d'atteinte que les élèves doivent démontrer pour avancer vers l'année suivante. Et ça se passe bien ? Et ça, je veux dire, pour le moment, parce qu'on entend parfois, voilà, on a dit, il y a des réticences, mais on entend que c'est peut-être en secondaire alors que ce n'est pas encore implémenté. Est-ce que du coup, ça se passe bien en primaire ? Alors, ça se déroule. Dire que ça se déroule bien, c'est encore difficilement chiffrable en termes de... Mais en tout cas, nos conseillers au soutien à l'accompagnement qui vont dans les écoles soutiennent les écoles à cette mise en place. Et en tout cas, on nous dit que c'est compliqué, effectivement, parce que c'est toute une série de nouveaux domaines que les enseignants doivent enseigner, mais que, dans les faits, ça se met en route petit à petit. Alors, il est bien évident que ce n'est pas les premières années de mise en œuvre qui vont atteindre l'entièreté des objectifs. Il faudra un peu de temps. Les enseignants ont besoin de temps, eux aussi, pour intégrer les nouveaux logiciels que ça représente et pouvoir développer des pratiques qui vont évoluer de plus en plus. Et donc, l'accompagnement et la formation des enseignants est une clé essentielle, vraiment essentielle, pour qu'ils puissent justement développer des pratiques. Et en cela, je rebondis sur la question liée au référentiel pour dire qu'il
Il ne suffit pas d'avoir un nouveau curricula pour améliorer la qualité de l'enseignement. Après, il faut réfléchir aux pratiques pédagogiques. Et là, les enseignants sont créatifs, les enseignants sont en réseau, ils ont l'appui des fédérations de pouvoirs organisateurs pour réfléchir aux pratiques efficientes. Et en tout cas, des retours que l'on a, c'est compliqué, mais ça avance, c'est en chemin. Et on constate d'année en année, puisque maintenant on arrive en 6e année dans le tronc commun, que les enseignants prennent de l'assurance dans beaucoup de nouveaux domaines pour justement veiller à cette éducation globale qui est nécessaire pour l'insertion dans la société. Mais Maurice Lenners, vous vouliez réagir, donc je vous donne la parole. Oui, pardon. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, le tronc commun, c'est un référentiel commun pour tout le monde pendant plus longtemps, mais ce n'est pas que ça. Et je pense que ça, c'est important aussi à souligner, parce que, quelque part, un des constats préalables à toute cette notion du tronc commun, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les neurosciences montrent quand même assez clairement qu'il n'y a pas d'enfants qui sont faits pour ceci ou faits pour cela. Le cerveau est très plastique et donc tous les enfants peuvent apprendre. Mais il y a des enfants qui sont beaucoup plus loin des codes scolaires, des habitudes, du langage scolaire, etc., que d'autres. Et donc là, c'est justement aussi ce qui fait partie de ce tronc commun, c'est tout le travail pour permettre à ces enfants-là de s'approcher quelque part des autres, de s'approcher de l'école et de s'approcher de ces codes scolaires, et donc tout ce qui est accompagnement personnalisé, le co-enseignement. Donc, c'est vraiment l'idée, pas seulement on va faire en sorte que tout le monde apprenne la même chose, mais aussi on va mettre les moyens pour que ceux qui ont plus de mal à apprendre ces choses puissent avancer et rejoindre quelque part l'ensemble des élèves pour qu'à la fin de ce tronc commun, et c'est bien ça qui était important de dire, que c'est vraiment à la fin du tronc commun, tout le monde ait acquis ce socle de base de compétences. Alors, on vous a parlé beaucoup de la formation des enseignants. Alors, j'avais juste envie de vous montrer une archive. En fait, il y a 10 ans, tout pile, en septembre 2015, on avait réalisé une émission sur le pacte pour un enseignement d'excellence. On était au tout début de ce processus et on avait interviewé à l'époque donc la ministre Joëlle Milquet, donc, qui était ministre de l'Éducation. Et je vous propose qu'on écoute ce qu'elle nous disait sur les objectifs du pacte. Vraiment un processus de qualité qui doit d'ailleurs dépasser cette législature et qui doit faire en sorte qu'à tous les niveaux de l'enseignement, les acteurs, les élèves, les instances, nous puissions justement déployer un enseignement d'excellence, ce qui veut dire pas du tout un enseignement élitiste, mais permettre à chacun de se déployer au maximum de ses potentialités, qu'il s'agisse de l'élève, qu'il s'agisse de l'enseignant, qu'il s'agisse aussi de ceux qui gèrent le système. Et fondamentalement, ce que nous voulons, c'est surtout investir sur le terrain, être en soutien de manière beaucoup plus majeure des acteurs éducatifs que sont les enseignants et les directions. S'il n'y en avait qu'une, en termes de priorité, c'est vraiment l'investissement et un meilleur accompagnement et une meilleure formation des acteurs de l'enseignement. Parce que c'est eux qui vont faire évoluer, c'est eux qui font déjà des miracles tous les jours, mais c'est eux qui, en étant mieux formés, mieux outillés, avec d'autres méthodes de travail, avec aussi une autre définition des charges, pourront vraiment permettre d'avoir des grands changements pour finir au niveau macro et en termes de vision générale. Alors, j'ai juste envie de vous faire réagir, Roland Lahaye, parce qu'évidemment, vous représentez les enseignants, justement, ceux qui étaient à la base, elle disait vraiment l'objectif principal, c'est cette formation, cet accompagnement. Est-ce qu'il est suffisant aujourd'hui, cet accompagnement ? Et c'est vrai qu'on entend, on peut entendre certains enseignants qui sont perplexes par rapport à ce tronc commun. Ça veut dire qu'il faut encore plus les informer, les accompagner, leur donner des réponses à leurs questions. Mais ce n'est pas seulement une notion de tronc commun ou pas de tronc commun. Aujourd'hui, la société a changé, les élèves ont changé, les familles ont changé, et donc on s'est rendu compte que la formation initiale des enseignants n'était plus adaptée aux réalités du monde d'aujourd'hui. Donc mon organisation syndicale plaidait à l'époque pour y avoir un cursus de 5 années, de faire vraiment un master de l'éducation. Ça n'a pas été possible. Je pense que c'était avant tout pour des raisons budgétaires, comme on nous le répète toujours. Payer les enseignants au barème 501, qui est le barème d'un masterisé, était impayable. Et donc, pour de nouveau un compromis à la belge, on a trouvé, on a coupé la poire en deux. Aujourd'hui, c'est 3 ans, on souhaitait 5 ans, on a dit 4 ans. Bon, aujourd'hui, il faut qu'un enseignant,
quand il est diplômé, puisse avoir la palette indispensable que pour faire face à l'ensemble des difficultés qui sont liées au métier. Je dois dire que l'enseignement reste, qu'on le veuille ou non, un très beau métier. Aujourd'hui, on fait face à une pénurie et je me dois de dire que les enseignants, aujourd'hui, quand ils sont dans la classe, ils sont pour la plupart épanouis. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des difficultés, il y a des contraintes. Nous sommes là pour rappeler à un moment donné, lorsque ces contraintes, les plans de pilotage par exemple, ont été dans certains endroits une énorme source de stress parce qu'une surcharge administrative. Nous l'avons dénoncé. Il faut qu'on fasse redescendre la pression à ce niveau-là. Il faut revenir au cœur du métier. Et lorsqu'on reviendra au cœur du métier, on aura de nouveau des enseignants épanouis qui, j'espère, feront un appel d'air pour réattirer vers la fonction, la rendre à nouveau attractive. Ça passera aussi par des revendications que nous porterons, mais ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et le salaire en fera partie probablement, plus que probablement. Mais aujourd'hui, il faut rappeler que ce métier est un beau métier et que lorsqu'on aura une formation initiale de qualité, les enseignants se retrouveront moins confrontés à des difficultés qu'ils ne peuvent pas surmonter, qui les découragent et qui font que pour la plupart, ils quittent la profession. C'est aussi important de dire qu'aujourd'hui, les premiers à quitter la fonction, quand on dit qu'il y a des départs dans les 5 premières années, les études montrent que ce sont ceux qui ont eu la moins bonne formation. Et donc on ne s'improvise pas enseignant. On ne s'est jamais improvisé enseignant, ni hier, encore moins aujourd'hui et encore moins demain. Donc aujourd'hui, si on veut des enseignants dignes de ce nom, et là je dois un peu tacler la ministre, vous me permettrez, mais je dois le faire, aujourd'hui, placer un adulte devant les élèves pour se donner bonne conscience, ce n'est pas la bonne solution. Le seul adulte qui peut se retrouver devant une classe, c'est l'adulte qui est correctement formé parce que c'est un métier, c'est une profession qui mérite une formation digne de ce nom. Oui, c'est sur la question de la formation des enseignants. Je pense que... alors, je ne vais pas vous donner la parole tout de suite là-dessus, mais je sais que vous êtes d'accord là-dessus. Alors, vous parliez de la ministre Glatini, donc on n'a pas pu avoir d'interview avec la ministre aujourd'hui, la ministre de l'Éducation, mais j'ai quand même eu en contact avec son cabinet. Et donc, je vais reparler juste du tronc commun. Donc, la position, effectivement, de la ministre aujourd'hui, c'est de dire, ben voilà, on continue. Le tronc commun a été implémenté en 6e primaire. Il sera bien implémenté en première secondaire l'année prochaine. Mais effectivement, elle a un problème avec la dernière année du tronc commun, la 3e secondaire, qui devrait pour elle contenir plus d'activités orientantes et permettre aux élèves d'avoir une vision plus claire des métiers possibles. Pourquoi cette position-là, elle vous pose problème à vous? Alors, Maurice Lenner, on revient à ce qu'on a dit en début de l'émission, c'est-à-dire qu'au plus tôt qu'on filiarise, qu'on spécialise quelque part l'enseignement donné aux élèves, au plus on renforce les inégalités. Ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas à discuter, c'est très, très évident. Je pense aussi qu'il y a une sorte d'effet d'annonce parce que déjà maintenant, on a prévu de mémoire 126 périodes d'orientation dans les 3 années de secondaire, ce qui est déjà beaucoup. Et en plus, en tout cas pour nous, un CG, en fait, n'importe quelle matière devrait être ou est de fait orientante. Donc, séparer comme ça cette notion des activités orientantes, ça n'a pas tellement de sens. Mais surtout, et ça c'est vraiment pour nous le cœur de la chose, c'est qu'on parle souvent de choix positifs, que l'élève doit sortir de ses activités orientantes avec un choix positif pour une certaine filière ensuite. Mais il n'y a pas de choix positif s'il n'y a pas de choix. Et tant qu'on ne réduit pas ces énormes écarts dans les apprentissages par les jeunes, il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. Et donc ça, c'est vraiment le plus important pour nous. C'est pour ça que pour nous, c'est important d'aller le plus loin possible avec ce tronc commun, avec un apprentissage commun et de s'assurer que tous les jeunes à 15 ans aient acquis ce socle de base. Et qu'est-ce que vous répondez alors, Monsieur Lahaye ou Monsieur Luperto, à ceux qui disent oui, mais il y a un risque de nivellement par le bas. Si effectivement on traîne, entre guillemets, certains élèves jusqu'en 3e secondaire dans des matières qui ne les intéressent pas, il y a un risque de nivellement par le bas. Monsieur Luperto. Quand vous voyez les résultats aujourd'hui dans l'enseignement secondaire, et notamment le résultat des enfants, enfin des jeunes,
qui sont dans l'enseignement qualifiant. On voit que le taux de non-diplomation, le taux de redoublement, le taux de décrochage y est le plus important dans tout le système éducatif et est même, je veux dire, complètement inacceptable pour un système d'enseignement dans un pays démocratique comme le nôtre. Et donc, comment pourrait-on opposer des enfants qui vont être formés différemment? Ce sont des gens ceux qui tiennent ce langage-là, sont des personnes qui voient les enfants d'aujourd'hui dans le système scolaire d'aujourd'hui. Il faut se projeter avec les enfants qui ont reçu dès le maternel une formation pluridisciplinaire, beaucoup plus variée, diversifiant les formes d'excellence, comme l'a dit tout à l'heure Roland. On n'aura plus, alors, en tout cas, les enfants n'auront plus étudié les mêmes choses, n'auront plus les mêmes cours, la même formation. Ils auront une formation beaucoup plus large. Il faut un certain temps pour assumer cette société plus complexe, donc pour diversifier ces formes d'apprentissage. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, le modèle qu'on veut défendre ne fonctionne pas. Donc, donnons une chance à ce tronc commun, à cette formation de base plus large, et en donnant plus de temps, on pourra aussi faire un peu plus d'activités orientantes, et on pourra aussi s'assurer que les enfants et que les jeunes font au moment de l'orientation, c'est-à-dire juste un an plus tard que ce qui se fait aujourd'hui, eh bien, il sera beaucoup plus éclairé et donc moins lié à toutes les formes de déterminisme ou de relégation qui je veux dire, caractérisent notre système éducatif aujourd'hui. Peut-être juste une dernière réaction. En 30 secondes. D'abord, je suis enseignant à la base. J'ai commencé ma carrière en 1987. J'avais déjà des collègues anciens qui me disaient on est en train de niveler par le bas. Donc, ça fait longtemps qu'on nivelle. On doit être vraiment bas. Par contre, ce que vous venez de dire est extrêmement important parce que je pense que c'est la logique de la ministre Glattini. Elle craint que l'implémentation du tronc commun ne freine ceux qui, pour elle, sont les plus capables de pouvoir continuer dans un cursus traditionnel. Ce n'est pas ça la logique, c'est de dire à un moment donné, regardons par rapport à l'élève qui est en difficulté pour lui donner toutes les chances de s'émanciper. Le bon élève restera toujours un bon élève parce qu'il a autour de lui toutes les conditions. Il est dans un nid, je vais dire, favorable pour pouvoir progresser. La ministre n'est pas dans cette logique-là. Je pense que là, elle fait fausse route et c'est notre rôle que de le lui rappeler quand c'est nécessaire. Oui, avec des concertations. Alors, on sait qu'autour du pacte, pour le moment, il y a peu de réunions, mais on sait que la concertation, je pense que vous la demandez, en tout cas, vous la souhaitez, et la ministre dit qu'elle aussi. Donc, voilà, on verra pour la suite. Merci en tout cas vraiment à tous les trois. J'ai juste envie de donner les sites internet de vos différentes associations, parce qu'il y a plein d'informations, des activités qui sont organisées, des actions qui sont organisées. Donc, les sites internet sont en train de passer. Je rappelle le livre également du CG, et je pense qu'on se retrouvera très vite pour parler du tronc commun ou de l'enseignement. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.